Bonjour à toutes et à tous, je suis Laure Dursidé et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi le podcast. Aujourd'hui, préparez vos partitions et vos instruments car on va parler musique. Pour ce faire, on va interroger Bertrand qui va nous parler de son expérience d'apprentissage de la musique. Mais juste avant, jingle. Bonjour Bertrand, comment vas-tu ? Écoute, très bien. Et toi-même ? Ben ça va, je te remercie. On va commencer tout de suite avec la première question. De quel instrument as-tu appris à jouer ? Alors, c'est la trompette et je joue un peu de piano également. Ah oui, d'accord. Donc 2 instruments, chouette. Oui. T'as appris à jouer ces 2 instruments en même temps ou est-ce qu'il y en a un qui est apparu avant l'autre ? Alors, mon instrument de chœur et qui est devenu également mon instrument que j'ai pratiqué en tant que professionnel, c'est la trompette. Et dans le cursus du conservatoire, on peut travailler un deuxième instrument. Et évidemment, le piano s'est imposé à moi pour l'harmonie, pour différents avantages. D'accord. Ah, intéressant. Bah, il nous tarde que tu nous en dises un peu plus. Alors du coup, la trompette, tu disais que c'était ton instrument de chœur. Pourquoi cet instrument en particulier ? Bien écoute, c'est ma famille qui m'a rappelé que j'avais eu un vrai coup de cœur, tout petit, donc moi je m'en souviens pas. J'avais été écouter mon grand-père qui jouait dans une harmonie. On vient de Metz et lui habitait pas loin de la frontière luxembourgeoise. C'était une harmonie de la mine en fait, parce qu'on habitait donc un pays minier et donc une harmonie d'un bon niveau. Il y a eu un solo de trompette et j'ai flashé. Ah ouais, le coup de foudre. Exactement. Waouh, c'est beau. La naissance d'une passion comme ça, Oui. ça arrive souvent et quand c'est comme ça, en général, ça dure, donc c'est chouette. Alors du coup, à quel âge est-ce que tu as commencé à apprendre ? À mon époque, au siècle dernier, on commençait tôt. Je suis rentré au conservatoire à l'âge de 5 ans et j'ai fait 3 ans de solfège avant de pouvoir commencer la trompette, puisque le prérequis en trompette, c'est d'avoir les bonnes dents. On peut commencer avant, mais après, quand la nouvelle dentition arrive, il faut reprendre des repères, ça peut être complètement différent. Donc, généralement, les professeurs attendent 8 ans. Ah oui, d'accord. Donc ça t'a permis d'avoir un peu de temps pour commencer du coup à te familiariser au solfège. Et voilà, ça n'a pas été trop long ces 3 années-là, on va dire, d'attente entre le moment où t'as commencé à apprendre à jouer et le moment où finalement t'as vraiment commencé à manipuler la trompette, etc. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est impatient, mais à mon époque, on réfléchissait pas trop, surtout entre 5 et 8. C'était tout à fait naturel. On arrivait au conservatoire comme une matière ou un sport, on arrivait là et on se posait pas trop de questions. Ok, chouette. Alors, comment est-ce que tu as appris ? Tu nous as déjà cité le conservatoire. Il y a eu du coup que le conservatoire qui t'a permis d'apprendre à jouer de la trompette ? Alors oui, parce qu'une fois que tu rentres dans cette grande école, tu es pris en main de A à Z. Alors pour revenir un peu au début, pourquoi le conservatoire à 5 ans ? Parce que la maîtresse à la maternelle faisait un jeu. Elle se cachait derrière le tableau, elle avait 3 cloches. Une petite, une moyenne et une grosse. Alors le jeu, c'était de deviner quelle cloche elle faisait retentir. Apparemment, c'est ce qu'on m'a raconté, j'étais le premier à lever le doigt pour dire c'est la plus aiguë, la plus grave, la médium. Et cette maîtresse a décelé une oreille déjà disposée. Et c'est elle qui a encouragé mes parents à rentrer au conservatoire. Comme quoi, des fois, avec un détail, cette maîtresse, sans trop le savoir, a donné le départ à une belle carrière. Et après, effectivement, pour répondre à ta question, il n'y a que le conservatoire qui m'a appris à jouer. Mais c'était suffisant parce que c'est très complet comme formation. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est beau en tout cas. Et du coup, en parlant du conservatoire, concrètement, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout habituées à l'apprentissage de la musique, qu'est-ce qu'on t'apprend concrètement au conservatoire ? Alors, tu nous as parlé déjà du solfège. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose avec ? Alors, juste pour détailler un peu le solfège, moi je suis partisan de commencer au moins 1 an de solfège avant, parce que lorsque l'on arrive devant le professeur d'instrument, son métier à lui, c'est pas de nous reprendre constamment sur les rythmes, les notes, etc. Aujourd'hui, les professeurs passent un temps fou, presque la moitié du cours, à expliquer la partition. Alors que nous, à notre époque, on arrivait, on était opérationnel, et le cours était vraiment un cours d'instrument. Le professeur pouvait se concentrer sur les doigtés en trompette, sur l'embouchure, la respiration, etc. Aujourd'hui, c'est complètement différent et c'est dommage. D'accord. Alors pour détailler le solfège, bien évidemment, il y avait la lecture de notes, lecture de rythme, la théorie, c'est-à-dire le langage autour des notes. On apprenait le chant, on travaillait l'oreille. Alors l'oreille, c'était à travers le chant, mais aussi des dictées à 1 voix, 2 voix, 3 voix, parfois plus, pour distinguer par exemple au piano la basse, le médium et le chant, la mélodie, et puis de l'analyse d'œuvres. Donc évidemment selon les niveaux, mais on apprenait petit à petit comment Mozart, Beethoven avaient composé. Donc on mettait la pratique et la théorie sur des œuvres concrètes. D'accord. Ensuite il y avait l'instrument, qui occupait la plus grande place. Ça dépendait le cursus choisi, mais c'était entre 1 demi-heure et 3/4 d'heure le cours, 1 à 2 fois par semaine. Donc là on parle quand même d'un programme, j'y allais quasiment tous les jours au conservatoire, et ensuite
ensuite en école primaire, collège et plus tard le lycée, lorsqu'on se destine à une carrière, ce sont des horaires aménagés. On allège un peu l'enseignement général et tous les après-midi on est au conservatoire. D'accord. Donc l'instrument, et après il y a des cours de musique de chambre. Donc pour moi, en tant que trompettiste, c'était du trio, quatuor, quintette de cuivre. Les orchestres d'harmonie, orchestre symphonique. On faisait du déchiffrage à mon époque aussi. Il y avait un cours spécifique où on nous apprenait à déchiffrer les partitions, à lire très vite, et puis à transposer aussi, à changer de clé, à jouer plus aigu, plus grave, tout en lisant la clé de sol. Et puis la chorale, apprendre un deuxième instrument, histoire de la musique, l'apprentissage de l'harmonie et composition. Tu vois, je suis un peu long, mais voilà, ça me fait plaisir de revenir à une époque où c'était vraiment très complet. Ah oui, je vois ça. Oui, effectivement, ça a l'air d'être particulièrement complet et vraiment de toucher à plein d'aspects très variés de la musique et de cet art. Et du coup, ouais, ça doit être passionnant, surtout quand c'est quelque chose qui nous intéresse, quoi. Du coup, pour en revenir très rapidement à ces 3 années de solfège, une fois que tu les as finies, est-ce que derrière, tu continuais aussi à avoir des cours de solfège pour continuer à te perfectionner là-dedans, ou c'est quelque chose qu'une fois que c'est appris, c'est acquis, on n'a pas forcément besoin d'y revenir? Ouais, bonne question. Non, on continue, parce que 3 années de solfège, on a les bases pour arriver en instrument, mais après on va vraiment dans une granulation toujours plus fine, et l'objectif étant de lire la musique comme on lit le français, et d'avoir une certaine culture. Donc généralement, le solfège, on est entre 6 et 7 ans pour être diplômé. Quand on a un certificat de fin d'études, on peut s'arrêter, ou alors aller en supérieur. 1 an ou 2 de plus nous donne la possibilité d'être prof de solfège, mais quand on s'arrête en fin d'études, on valide un cursus, et on peut aussi enseigner, mais voilà, normalement on est autonome complètement. Ok, ouais, intéressant, merci. Alors du coup, maintenant que tu as pu évoquer un petit peu tout cet apprentissage, alors j'imagine que tu n'as pas l'expérience d'avoir appris la musique autrement que par le conservatoire, mais des échos que tu as pu avoir, surtout vu l'expérience que tu as dans la musique, quelle différence ferais-tu entre apprendre la musique au travers du conservatoire ou apprendre la musique par d'autres biais, que ce soit prof particulier, des écoles de musique, ou par autodidactisme par exemple? Voilà, quelle différence tu ferais entre tous ces différents moyens d'apprendre de la musique finalement? Et effectivement, je peux en parler parce que j'ai eu la chance, quand je suis arrivé dans le métier, d'être enseignant en école de musique, de donner des cours particuliers et avoir affaire aussi à des gens qui avaient été autodidactes et qui à un moment donné avaient envie de rentrer dans une école par exemple parce qu'on joue avec d'autres. Autodidacte c'est bien, mais à un moment donné, les gens se rendent compte qu'on a besoin d'un support, d'une partition, jouer avec d'autres et puis aussi de régler quelques défauts. Et c'est vrai qu'avec un prof, on va beaucoup plus vite. Alors, école de musique et conservatoire, c'est en gros la même chose, sauf que l'école de musique, c'est un peu plus cool. Je dirais qu'il y a peut-être plus de place au plaisir, parce qu'au conservatoire, déjà, on y entre sur concours. Ensuite, c'est la compétition. Il y a des examens 2 ou 3 fois par année scolaire. Et donc, on est sous pression quand même. À mon époque, on loupait un examen, ça passait. Au deuxième examen, on était viré du conservatoire. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup, mais à l'époque, c'était un écrémage assez... mais c'est une époque où on travaillait vraiment. Voilà, donc l'école de musique, c'est un peu plus light, mais on peut tomber sur un professeur aussi bon qu'au conservatoire, qui nous permet vraiment de progresser et d'avoir un très bon niveau amateur, voire professionnel, puisque l'école de musique est aussi un tremplin vers le conservatoire. D'accord. Et c'est plus léger, mais on apprend le solfège, on a des cours d'ensemble, on fait de la musique de chambre, l'orchestre aussi. Voilà, les cours particuliers, en fait, on a des cours particuliers au conservatoire, parce que lorsqu'on se retrouve avec le professeur, on est seul avec lui. Donc ça revient à des cours particuliers. Et comme moi-même j'en ai donné, en fait, on passe une demi-heure, 3/4 d'heure de qualité avec l'élève, très personnalisé, mais après on conseille de faire du solfège à côté. Aussi, en cours particulier, moi il m'arrivait de donner 3/4 d'heure d'instrument et 1/4 d'heure de solfège par exemple. D'accord. Et pour terminer avec l'autodidacte, certains ont un super niveau en autodidacte, mais il faut avouer qu'il faut une super discipline, il faut s'y tenir. Il y a des moments de découragement parce qu'on bloque, donc il faut aller chercher des informations, discuter avec d'autres musiciens, et puis le but c'est de jouer avec d'autres. Donc certains y arrivent, mais c'est plus compliqué. Je comprends, d'accord. Comme quoi, il y en a vraiment pour tous les niveaux et pour tous les goûts aussi. C'est chouette, et ça permet aussi de voir que le conservatoire, ça regroupe aussi plusieurs approches différentes, que ce soit avec cet aspect que tu évoquais de cours particuliers au final, tout en étant très exigeant avec l'élève, ce qui peut aider à l'apprentissage aussi. Mais c'est vrai que d'un autre côté, comme tu l'expliquais, peut-être d'autres biais apportent un peu plus de plaisir. Donc ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les niveaux, donc c'est chouette. Alors, t'as un peu répondu à cette question un peu plus tôt, mais du coup, selon toi, est-ce que c'est vraiment indispensable de connaître le solfège pour du coup apprendre à bien jouer de la musique? Alors ma réponse, elle est claire.
Oui. Pour tous ceux que le mot solfège chatouille l'oreille, parce qu'en effet aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas ça, et ça se transmet de père en fils et de mère en fille. Enfin, le solfège c'est nul, c'est dur, c'est fastidieux. Mais en fait aujourd'hui on a des méthodes ludiques pour apprendre le solfège, et on gagne un temps considérable pour aborder de nouvelles partitions, pour jouer avec d'autres. C'est quand même le langage universel. On peut aller à l'autre bout de la terre et jouer avec d'autres sans même parler la langue. Et donc on est bloqué à un moment donné. Alors il y a d'excellents musiciens qui jouent d'oreille, comme les jazzmen, mais à un moment donné, eux-mêmes ont envie d'apprendre pour savoir ce qui se passe. Voilà. Mais pour ceux qui ont des réticences, il faut savoir qu'aujourd'hui on a des méthodes ludiques, simplifiées aussi. On n'est pas obligé de tout apprendre en théorie, savoir lire comme le français. Faut tomber sur un professeur sympa. Ok. Ouais, c'est un peu comme tout au final, hein. On peut facilement apprécier ou détester une matière si on tombe sur un professeur qui est plus ou moins ludique. Ok, bah c'est bon à savoir. Donc ouais, parce que effectivement, on entend souvent beaucoup de réticences sur le solfège, donc ce point de vue permet d'y voir un petit peu plus clair là-dessus. Bah merci beaucoup. Alors du coup, de ton côté, est-ce que tu sais uniquement du coup lire ou est-ce que tu sais composer également ? Alors oui, on apprend la composition. Au conservatoire, il y a des cours d'harmonie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'on apprend à disséquer une partition. Jean-Sébastien Bach étant le père de l'harmonie et du solfège en fait. Et on commence par des morceaux simples que lui a composés à l'orgue ou au piano. Quand je dis simple, bon, c'est pas si simple que ça, mais des chorales par exemple assez lents. Et là, on apprend comment il a construit main gauche, les voix intermédiaires, la main droite. Et on apprend la construction, les enchaînements d'accords, comment une mélodie se place sur un accompagnement. Donc déjà on étudie de cette façon. Et après nous-mêmes, en classe de composition et même d'harmonie, on apprend à composer. En revanche, pour ma part, je ne me suis pas engagé dans cette voie. Ça m'aurait plu, c'est vrai, mais il faut beaucoup de temps. Et par ailleurs, lorsqu'on se destine à une carrière de musicien, c'est énorme. Il y a énormément de travail perso. Il faut savoir que c'est 5, 6, 7 heures par jour de pratique. Donc après, on a envie de faire autre chose pour quelques-uns. Certains ont envie vraiment de composer, donc ils le font après. Oui, j'imagine que ça doit être très chronophage et puis ça doit aussi demander beaucoup de ressources. Parallèlement à ça, est-ce que tu préfères jouer seul ou est-ce que tu préfères jouer en orchestre ou en groupe ? Eh bien écoute, c'est un petit peu comme si on demandait à un enfant s'il préfère jouer seul ou avec d'autres enfants. Mais c'est une bonne question quand même parce que, bon, maintenant je fais plus à un niveau amateur plus. Mais après une journée de travail, j'apprécie d'être seul avec mon instrument parce que ça me fait penser à autre chose. Nous, en instrument à vent, on ventile beaucoup. Donc on inspire, on expire. Et franchement, ça fait un bien... Voilà, je recommande à beaucoup de jouer d'un instrument pour quantité de raisons, mais déjà pour se changer les idées et pour s'immerger dans autre chose. Et évidemment, l'objectif, c'est de jouer avec d'autres, parce que ce soit en amateur, même en débutant, c'est excellent, quoi. C'est un échange d'émotions, c'est un échange de construction, même mathématiques. Voilà, les idées me viennent au fur et à mesure. C'est vraiment excellent. Ah ouais, j'imagine que ça doit être vraiment une expérience à part de jouer avec d'autres musiciens parce que chacun doit avoir aussi peut-être son approche ou peut-être ses émotions aussi qu'il transparaît dans son jeu, donc ça doit quand même être quelque chose d'intéressant. Après c'est vrai que ça dépend vraiment des personnes. J'avais connu une personne qui jouait aussi de la musique, qui avait fait du conservatoire pendant un long moment et elle disait qu'elle préférait vraiment jouer seule, quoi. C'était son petit plaisir à elle, qu'elle aimait vraiment cette approche-là. Donc ouais, ça doit être intéressant aussi d'échanger avec d'autres. Alors du coup tout à l'heure tu évoquais le fait que tu en avais fait ta profession et notamment que tu as été prof. Tu as été juste prof ou est-ce que à côté de ça ou avant ça, tu as fait autre chose de cet instrument qui t'a permis d'en faire une profession au final ? Alors, au départ, j'étais parti pour faire une carrière de trompettiste, mais on s'aperçoit qu'au départ, pour en vivre, c'est compliqué. Et le métier qui s'impose à nous, c'est de donner des cours. Certains ne veulent faire que ça, donner des cours, parce qu'ils ont le trac ou parce qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients à faire des concerts. Mais nous, c'était un peu aussi alimentaire. C'était donner des cours le mieux possible, mais on avait les deux. Voilà, donner des cours et puis faire des concerts. Et les deux se complètent bien. Parce que lorsqu'on fait des concerts, on donne l'envie et la passion aux élèves. Et lorsqu'on enseigne, on est nous-mêmes enseignés. C'est un peu l'arroseur arrosé. C'est qu'on est obligé d'expliquer les phénomènes de jeu et on progresse dans notre jeu musical. Donc les deux sont vraiment excellents. Ah oui, d'accord, j'imagine que ça doit faire une vraie complémentarité les deux qui doivent être intéressantes. Et du coup, tu en fais toujours des concerts ? Oui, Oui, beaucoup moins. d'accord. Mais oui. D'accord, Tout à ok. fait. Est-ce que tu dirais que jouer pour le travail a toujours été un plaisir aussi ou est-ce que pas forcément au final ? C'est vraiment une bonne question parce que quand on rentre dans la grande machine conservatoire, il faut du résultat. C'est la compétition avec d'autres. On ne le voit pas, mais très jeune. Les profs nous mettent la pression parce qu'il y a différents profs
Et le professeur qui aura le meilleur élève, il sera meilleur professeur que l'autre. Donc on a une pression, c'est la compétition. Et petit à petit, on peut perdre vraiment la notion de plaisir. Alors on interprète les morceaux parce que ça fait partie d'une présentation en examen, en audition, en concert, mais on est très focalisé sur l'efficacité. Donc c'est à nous d'aller rechercher le plaisir. Et en concert professionnel, il faut être performant, pas mettre de pain, tout en montrant qu'on a du plaisir. Mais c'est presque fin le plaisir, parfois. Après, on peut se lâcher avec l'expérience. Mais en écoutant les autres, quand on est au milieu de l'orchestre, moi j'ai fait de l'opéra et de l'opérette, là c'est vraiment des moments et un métier dans lequel on a peu ce genre de sensations. On m'a dit qu'un sportif de haut niveau, quand il remportait une victoire, c'est des sensations inimaginables. Là, quand on est au sein de l'orchestre, on peut vraiment vibrer et monter très haut dans les émotions. Ah ouais, intéressant. Tu vois, comme quoi la petite nuance était importante à apporter parce que c'est pas ce qu'on s'imaginerait de prime abord, donc intéressant. Et du coup, pour résumer, quel bilan tu ferais de toutes ces années ? Alors écoute, c'est vraiment un métier fantastique. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans. Après, j'ai bifurqué pour différentes raisons, toujours dans la musique, mais j'ai fait beaucoup moins de concerts. Moi, je dirais que c'est un peu comme un iceberg en fait. Les gens voient la partie visible de l'iceberg. Alors, être musicien, c'est chouette, on est bien habillé, on fait un métier passion, c'est souvent bien payé. Ça, c'est la partie visible, mais il y a une grosse partie immergée qu'on ne voit pas, à savoir, c'est beaucoup de travail dans l'ombre qui n'est pas rémunéré, donc c'est bien payé, mais c'est en fonction aussi des risques que l'on prend sur scène. Il faut savoir que lorsqu'on fait des cachets, notamment avec des grands orchestres, on peut faire une faute ou mettre un pain, comme on dit, mais pas deux. Si c'est deux, on va vous dire monsieur ou madame, merci, à la prochaine fois. Ou nous remplacer parce que la liste est longue derrière. On dit souvent que c'est un monde de requins et c'est pas faux. On n'a jamais de vacances, contrairement à ce qu'on croit. Pourquoi ? Parce que on doit toujours, ou on veut toujours prendre des cachets qu'on nous propose pour remplacer quelqu'un, pour rentrer dans le circuit. Une fois qu'on sort du circuit, on nous oublie vite, sauf si on est vraiment une star, mais c'est rare. Et on est toujours en décalé en fait, qu'on soit prof les soirs, parce qu'on prend les élèves à la sortie de l'école, donc on travaille souvent entre 17h et 21h. Les concerts, c'est les soirs, les week-ends, les dimanches. Et moi, j'ai loupé quantité de belles choses avec mes amis qui n'étaient pas musiciens. Par exemple, des mariages, des week-ends au ski. Parce que par exemple, quand on signe un contrat pour une semaine, on va travailler tous les jours, mais les concerts, c'est les vendredis soirs, samedi soir, dimanche. Et quand on signe un contrat, on le signe pour toute la semaine. On peut pas dire, ah ben non, moi je serai pas là au concert de samedi. Donc c'est vrai que c'est frustrant de louper pas mal de choses et d'être en décalé. Donc je l'ai dit, c'est une pression constante, l'esprit de compétition, mais aussi de copinage, de piston. Il y a beaucoup de pistons dans le métier. Pour toutes ces choses, c'est des remises en question permanentes. Et pour terminer, en fait, quand on sort du conservatoire avec une médaille d'or, on croit qu'on est arrivé, mais en fait, c'est que le début. Parce qu'après, il faut toujours justifier de sa médaille d'or. Par exemple, pour rentrer au Grand Théâtre ou à l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, on passe derrière un paravent. Donc même si on est médaille d'or, en fait, on redevient rien du tout derrière paravent. Et il faut toujours justifier. Ou même quand on dit « Ah, toi, tu as une médaille d'or, joue-nous quelque chose. » Si on n'a pas joué depuis un mois, on va se dire « Ah ouais, d'accord, lui, il a une médaille d'or, mais en fait, ça peut être nul. » Donc tout au long de notre vie, il faut justifier nos diplômes. Donc voilà, on voit pas tout ça, mais c'est pas facile. Ouais, j'imagine que c'est jamais acquis. Faut constamment travailler pour garder son niveau et continuer à progresser. Donc ouais, ça doit être très demandeur quand même comme travail. Alors sur un plan un peu plus du coup actuel, comment ton oreille musicale influence-t-elle ta façon d'écouter de la musique aujourd'hui ? Eh bien, écoute, je crois que comme tout le monde, j'essaye d'écouter la globalité, même de la chanson française, internationale, jazz, évidemment musique classique. Mais après, l'avantage quand on a une formation, c'est qu'on peut écouter chaque partie, concentrer son esprit sur les graves, les voix intermédiaires, comment elles se marient entre elles. Après, ce qui est très intéressant pour ma part, c'est que comme j'ai appris le chant aussi, je suis très sensible à la voix humaine, qui pour moi est le plus beau des instruments. Et voir les prouesses techniques, la finesse, ou alors l'intensité de certaines voix, les aigus comme Céline Dion par exemple, la tessiture comme Freddie Mercury, pouvoir descendre très bas, monter très haut avec une puissance. Bon, moi j'apprécie beaucoup d'écouter très attentivement les voix. Après les cuivres, parce que je connais du coup les difficultés pour produire des sons, des intervalles, etc. Donc j'apprécie vraiment. Ma sœur est violoniste, donc je l'ai suivie depuis ses débuts jusqu'à le fait qu'elle fasse son métier. Donc je connais le violon et par voie de conséquence les cordes. Donc je connais aussi les difficultés. Et là c'est très chaud. Le piano. Donc effectivement c'est une approche très sympa de pouvoir voir la technicité. Mais il faut aussi se concentrer sur la beauté, parce que des fois on peut être que technicien. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'imagine que ta façon d'écouter la musique doit être vraiment très riche et tu dois vraiment l'apprécier à un niveau supérieur grâce à ce bagage que tu as. C'est chouette. Alors, quel est ton souvenir musical le plus marquant ?
Alors, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est mon premier cachet avec l'Orchestre Bordeaux-Aquitaine. Quand on est dans les classes supérieures au conservatoire, les professeurs essayent de nous faire jouer à l'orchestre professionnel, au Grand Théâtre. Et là, le premier cachet, il est quand même mémorable. Parce que, voilà, on arrive dans le métier et c'est une fierté, mais en même temps une pression terrible. Donc, bon, ça, c'est marquant. Et le deuxième, j'ai eu la chance de jouer pour Charles Aznavour. Et tu vois cette main, eh bien écoute, elle a touché la main, elle a serré la main de Charles Aznavour. Ah ouais. Oui, grand monsieur, et il est venu féliciter les trompettes, donc les trompettistes. Donc écoute, voilà, c'est les deux principaux. Et... Ah ouais, j'imagine que ça a dû être marquant. Oui. En ce qui concerne du coup ton premier souvenir, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ce premier cachet que tu as eu, tu l'as joué sur Bordeaux, j'imagine. Mais je veux dire, est-ce que tu as des souvenirs de cet événement que tu pourrais partager avec nous? Oui, alors ce tout premier, c'était très précis et c'est même rigolo, parce qu'on jouait une œuvre de Vivaldi, donc l'orchestre symphonique, dirigé par un grand chef, Alain Lombard. Tout le monde le craignait. Donc déjà, voilà, Alain Lombard, si on fait des recherches, c'est quand même un monsieur très impressionnant quand il est à la baguette. Il y avait un chœur, une chorale donc professionnelle, et la particularité de cette œuvre de Vivaldi, c'était qu'il y avait 4 trompettes, 2 à droite, 2 à gauche du chœur. Donc on était trompettes supplémentaires engagées pour ça. Et donc on attendait pendant une demi-heure, l'orchestre jouait, la chorale chantait, et à un moment donné, au bout d'une demi-heure, le chef fait lever les trompettes, nous on attendait assis, il fait lever les 4 trompettes, et nous on est à nu, et là on doit faire une sonnerie, et là on n'a pas le droit à l'erreur, si on accroche, si on met un pain, comme on dit dans le jargon, eh ben c'est... Les gens ont quand même payé pour venir, donc si on met un pain, on n'entend que ça. Donc la pression... Alors moi j'étais à côté de mon prof, donc on avait bien travaillé en amont. Et de l'autre côté du chœur, il y avait 2 autres professionnels. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, mes parents étaient hyper fiers et hyper tendus aussi de ce premier cachet. Et comme nous, alors ce premier, pour répondre à ta question, c'était... l'auditorium n'existait pas à Bordeaux, on jouait au Palais des Sports. Et selon la configuration de la salle, une fois notre intervention, parce qu'en fait on jouait 2 minutes montre en main, dans tout le concert. Et on était payé comme les autres qui jouaient 2 heures. Parce que la notion de cachet aussi, elle est matérialisée par l'argent, donc quand tu as 18 ans, c'est quand même pas rien. Ouais, j'imagine. Et donc, nous, on avait la possibilité, une fois qu'on avait joué, de s'échapper en coulisses et de partir. Donc au bout d'une demi-heure, on avait fait notre cachet. Et ce qui est rigolo, c'est que mes parents m'attendaient à la maison, ils pensaient que j'allais rentrer à 22h, 23h, et là j'arrive hyper tôt. Et ma mère me regarde, elle dit « C'est pas vrai, t'as été viré, tu t'es planté. » Et j'ai dit « Mais non maman, on joue 2 minutes et c'est fini. » Le soulagement. Et en fait, on a fait cette œuvre, on a été la jouer à La Rochelle, à Bayonne, à Arcachon. Et des fois, on pouvait s'échapper, des fois non. Voilà, c'est la petite anecdote, mais c'est vrai que c'était quand même chaud. Ah, c'est passionnant, hein. On s'y croit dans ta façon de le raconter, on a l'impression d'y être. Tant mieux. C'est passionnant, c'est chouette. On comprend que tu sois passionné de ces émotions et de tout ce que ça peut t'apporter. Ouais, c'est chouette. Alors, pour en revenir à l'apprentissage de la musique, est-ce que selon toi, on peut apprendre à bien jouer d'un instrument en étant adulte? Ou est-ce que vraiment l'apprentissage, il vaut vraiment mieux s'y prendre tôt et s'y tenir avec le temps? Alors, on peut bien jouer quand on est adulte. J'étais content, moi, d'avoir des élèves de 7 à 77 ans. Et pour l'anecdote, j'étais à Poitiers. Le conservatoire n'était pas d'un très haut niveau, en venant de Metz, en Lorraine. Et mon professeur n'avait pas le temps de prendre un retraité qui voulait commencer la trompette et le solfège. Et il m'a dit, Bertrand, tu vas le faire. J'avais 14 ans, premier élève retraité. Il venait à la maison le dimanche matin, monsieur Métois, il s'appelait. Et il a progressé, il était content. Donc moi, c'était mon premier élève, donc j'étais hyper appliqué. J'avais le stress aussi, parce que ce monsieur était en demande depuis longtemps. Mais ça s'est bien passé. Et j'ai noté plusieurs points pour affirmer qu'un adulte peut vraiment progresser, contrairement à beaucoup d'idées reçues. La première chose, c'est la régularité. Idéalement, il faut jouer un quart d'heure par jour. Je dis idéalement parce que si on peut jouer une demi-heure ou plus, évidemment, c'est mieux. Mais un quart d'heure en rentrant du travail, c'est déjà super. Le deuxième point très important, c'est de ne pas se poser de questions. Parce que les élèves y arrivent bien, parce qu'à 6, 7 ou 8 ans, on ne se pose pas de questions, on regarde son professeur jouer et on répète, tout simplement. Alors que les adultes se posent trop de questions. Pourquoi je mets mon doigt comme ça? Pourquoi je mets mon cou comme ça? Nous, en trompette, on voit peu les choses. Comment je mets ma langue? Comment j'attaque? Comment? En fait, les élèves jeunes ne se posent aucune question, ils regardent. Après, avec des mots bien choisis, il faut leur indiquer comment faire. Mais voilà pourquoi ils progressent vite.
Bon, après, il y a quand même une notion de facilité d'apprentissage, on dit qu'ils sont des éponges, mais un adulte, s'il arrive à ne pas se poser trop de questions et à apprendre par mimétisme, il va beaucoup plus vite apprendre. Bon, c'est bien d'avoir quand même un professeur à ses côtés pour passer les difficultés, parce que seul, c'est vraiment compliqué pour un adulte. Donc, même prendre un cours tous les 15 jours en mode tranquille, mais c'est mieux. Faire un peu de solfège aussi, ne serait-ce que 5 minutes tous les soirs, la lecture de notes et de rythme. Je dis tous les soirs avant de s'endormir, comme ça la nuit ça travaille. Et puis ce qui est important, c'est de nourrir son envie, aller au spectacle vivant, aller au concert. Il y en a beaucoup de gratuits, on ne sait pas, mais souvent il y a des entrées libres. Et puis nourrir sa passion en regardant des vidéos YouTube, parce qu'on peut se décourager, mais quand on nourrit cela régulièrement, on a envie de jouer et d'apprendre, de voir les résultats, notamment sur des choses simples. Inutile de chercher la difficulté, mais des morceaux qui nous plaisent vraiment, on va avoir envie de les jouer. Ah ouais, tout un tas de super bons conseils. Ça donne vraiment envie de s'y mettre. Voilà, choisis ton instrument. Moi, c'est la trompette. Et tu vois, ça me fait penser à un autre point. Il faut choisir son instrument, que ce soit pour les enfants ou les adultes, vraiment un instrument de cœur. Si c'est le violon, on va se dire, ah là là, c'est un des instruments les plus difficiles. Mais si c'est vraiment une passion depuis tout petit, il faut le faire. Ouais, on apprendra à jouer simplement, des notes simples, mais rien que les vibrations, rien qu'une note peut faire plaisir. Oui, j'imagine. Puis après, on crée aussi une relation avec son instrument, j'imagine, ou en tout cas, on crée des souvenirs, des choses qui continuent à nous animer, nous donner envie de continuer à jouer. J'imagine que c'est très important aussi. Exactement. Alors du coup, pour conclure, j'aime bien demander un conseil à mon invité. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'apprentissage de la musique ? Bien écoute, comme je viens de le dire, bien choisir son instrument, poser des questions sur le coût de l'instrument pour avoir quelque chose de bien. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter, tu vois, je reviens sur l'idée du violon, mais on peut se dire, oh là là, il y a un violon sur Internet à pas cher. Commander le violon, et puis il est tellement faux, tellement peu réglable, qu'on va se dégoûter, en fait. Donc il faut aller voir même un professeur en école de musique, on peut toujours, dans son entourage, acheter un bon instrument, enfin, un bon rapport qualité-prix, des fois en mettant 50 € en plus, on a quelque chose qui est juste, qui tient l'accord, puisqu'il faut s'accorder quotidiennement. Ensuite, idéalement, commencer avec quelqu'un qui joue, quitte à s'offrir, c'est un petit luxe, mais si on a les moyens de s'offrir un cours de temps en temps, on va être guidé. C'est un peu comme apprendre à conduire. Si on apprend seul, on va prendre plein de défauts. Bon, on arrivera à rouler, c'est un peu différent, mais là, on va jouer sur son instrument, mais on va vite laisser tomber. Et puis voilà, la régularité. Pas mal de supports pédagogiques sympas, par exemple jouer avec un accompagnement, et comme je l'ai dit, choisir des morceaux qui plaisent. Voilà. Okay. Il y a peut-être d'autres choses, mais c'est ce qui me vient de prime abord. Ouais, écoute, c'est déjà pas mal pour un débutant, ça fait déjà pas mal de choses à penser et à mettre en place, ça fait plein de pistes d'exploration qui peuvent être intéressantes, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour toute ton expérience et le partage de ces bons moments que tu as passés dans ta passion de la musique. Merci à toi, ça m'a fait plaisir d'échanger. C'est ainsi que s'achève l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ce podcast sur Spotify, à vous abonner, ça vous permettra de n'en rater aucun autre, à commenter, ça me permettra de savoir ce que vous en avez réellement pensé, et aussi à le partager autour de vous. Ça aide la chaîne. Merci infiniment d'être toujours plus nombreux à nous suivre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à plus. Ciao!